Merci beaucoup Richard et le comité d'organisation pour cette nouvelle invitation. C'est toujours un très grand plaisir de venir en Alsace, à Colmar. Et ça permet aussi d'aller approfondir vraiment quelques sujets, notamment là sur l'obésité et le déclenchement. C'est quelque chose qu'on vit régulièrement et je ne suis pas sûr qu'on l'approfondisse énormément sur nos façons de faire. Donc je te remercie de m'avoir confié cette lourde tâche. Alors, une fois passé la question du consentement éclairé du couple, qui souvent comprend très bien quand on leur parle, quand on leur dit qu'on va déclencher. Ça, je vais passer rapidement, ce n'est pas complètement le sujet, mais ça pourrait être un vrai sujet. On va aller sur l'état des lieux du déclenchement des femmes qui présentent une obésité en France à l'heure actuelle, et plus particulièrement dans le quart nord-est de la France. Alors ça a déjà été dit, on a une augmentation régulière du taux d'obésité chez les femmes enceintes. Je vous montre ces chiffres nord-américains pour bien les avoir en tête, parce qu'une partie des données sur les déclenchements et les accouchements des femmes avec une obésité viennent d'Amérique du Nord. Et quand on voit l'impact, petit à petit, au fur et à mesure du topo, de l'obésité et du degré d'obésité sur la qualité de l'accouchement, c'est important de l'avoir en tête quand même avant de juger trop hâtivement leur pratique. Donc on a une augmentation très régulière des patientes en surpoids ou présentant une obésité sur les différents degrés d'obésité, et en parallèle, plutôt une baisse des patientes qui présentent un poids normal. La France se situe pas trop mal, On est plutôt sur le bas en termes de taux d'obésité chez les femmes en âge de procréer, 12% sur l'enquête nationale périnatale. Attention, l'obésité féminine augmente beaucoup plus vite que l'obésité masculine. Premier point. Et ensuite, il faut considérer la France par territoire. Alors là, je n'ai pas exactement le même découpage de territoire que celui qu'avait Nicolas. On est sur les anciennes régions. Et vous voyez que quand on regarde les endroits où on est amené à travailler, alors Philippe a un petit peu migré, mais il va retrouver des populations comparables en termes d'obésité. La Lorraine, ici, est un tout petit peu moins impactée, mais en fait, on a une répartition régionale qui est différente. Et nous, on est amené à prendre significativement en charge les femmes obèses. Mais globalement, dans le Grand Est et les Hauts-de-France, on est sur des taux comparables aux pays anglo-saxons, à l'Espagne et au Portugal, à ceci près qu'on a assez peu de données sur les plus hauts degrés d'obésité, qui impactent certainement plus les Nord-Américains. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'était juste pour que vous sentiez concernés, C'est les patientes qu'on est amené à prendre en charge au cas où vous ne l'auriez pas vu. Quid du déclenchement en cas d'obésité? On a un papier qui date de 2015, qui portait sur l'enquête nationale périnatale faite en 2010. 12 297 femmes ont été étudiées, et c'est une analyse en fonction du BMI pré-grossesse, obésité versus surpoids versus BMI normal. Donc là, c'est important aussi, dans les études françaises, la plupart du temps, on n'a pas les degrés d'obésité. On n'a que obésité versus le reste. Alors là, les chiffres sont sans appel. Taux de déclenchement, toujours BMI supérieur à 30 versus BMI normal. On est à 42% versus 23%. Donc, je ne reviens pas sur les 23%, ce sera rediscuté par Patrick tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est trop ou pas assez, 23%, mais chez les femmes avec une obésité, on est à peu près au double. 46 chez les primipares, un petit peu moins, 26 chez les multipares. Sachant que, malgré ça, on a en plus une augmentation des césariennes avant travail, 17,8 versus 9,3%. Échec de déclenchement, 38,8 versus 26%. Taux global de césarienne à l'arrivée, 34,6% versus 20% dans la population générale. Et très peu de données par degré d'obésité. Alors je suis quand même allé regarder, moi j'aime bien quand on fait des topos d'obstétrique, être capable de dire ce qu'on fait à la boutique quand on rentre à la maison. C'est bien de venir donner des leçons, mais à Nancy on fait guère mieux pour les patientes avec une obésité. On a 14% de femmes avec un BMI supérieur à 30 en 2018. Et on est à 32% de césariennes chez ces femmes versus un taux de 18% sur notre population totale, sachant que 18%, c'est une population qui inclut beaucoup de grands prématurés, qu'en fait, quand on regarde les patients dans le dernier mois de grossesse, on est plutôt à 13-14% à l'heure actuelle de taux de césarienne. Donc on a une très très nette augmentation du taux de césarienne et 40% de taux de déclenchement chez ces femmes avec une obésité. Alors, je suis allé voir ailleurs pour voir si ailleurs ça se passait un petit peu mieux. Pas vraiment. On garde systématiquement une corrélation quand on a la donnée entre le degré d'obésité, le taux de déclenchement, la nécessité de recours aux ocytociques en cours de travail,
avec clairement un effet dose. Alors je ne sais pas si c'est le bon terme, l'effet dose, mais c'est un effet où on a augmentation du risque à chaque fois qu'on passe un grade dans l'obésité. Ça, c'est une méta-analyse de 2014. Il y a des papiers français, notamment lillois. Il y a des papiers étrangers. Étude américaine, on retrouve la corrélation entre le degré d'obésité et le taux d'échec. Je suis passé un peu rapidement, mais vous voyez que quand on est sur une obésité classe 1, on a un odds ratio ajusté à 1,85. On est quasiment à 3 quand on passe sur une obésité de classe 3. En Angleterre, ils ont regardé sur les grossesses prolongées, qui est un motif majeur de déclenchement, 3076 tentatives de déclenchement sur des singletons, échec de maturation cervicale, c'est-à-dire que là on n'est même pas allé jusqu'à la salle de naissance, 8,7% versus 3,6%. Là, les patientes sont allées directement au bloc après la tentative de maturation. Et césarienne, on est à 28,5 versus 18,9. Je vous le disais, on retrouve systématiquement dans la littérature une corrélation entre le degré d'obésité et l'impact sur le devenir obstétrical. On a une augmentation du taux de césarienne rapporté de 7% par point d'IMC. Alors c'est une étude assez ancienne, mais on les retrouve sur les plus récentes. Et quand on regarde les IMC au-delà de 50, on a 60% de césarienne. Donc ça, c'est nos pratiques, c'est les pratiques françaises, européennes, américaines. Vous voyez qu'elles ne sont pas très différentes. Autre étude de cohorte aux États-Unis, 143 000 femmes, 9 maternités aux États-Unis. Vous voyez que les patientes sont classées ici en fonction de leur obésité. Vous avez le nombre de patientes correspondantes. Et vous voyez que le taux de césarienne va augmenter régulièrement avec l'obésité. Peut-être important à avoir en tête quand on porte régulièrement des jugements, ce qui est mon cas, sur les pratiques nord-américaines en obstétrique et sur le faible taux de voix basse, on se rend compte qu'en fait, quand on est sur un poids normal ou un surpoids sur cette cohorte, ils ont un taux de césarienne qui est tout à fait correct. Et c'est vraiment sur les patientes avec une obésité de plus en plus sévère qui vont augmenter leur taux de césarienne. Sauf que chez eux, ils ont énormément de patientes qui vont être dans ces catégories-là. Vous le verrez après sur les techniques de déclenchement. Alors, au total, une fois qu'on a dit ça, je suis désolé pour ceux qui sont très pressés, ça, c'est pas la dernière diapo. C'est juste un haut total intermédiaire pour essayer de fixer ce que je viens de dire là. Donc, au total, juste sur les constats, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Presque 2 fois plus de déclenchements chez les femmes qui ont une obésité, malgré plus de césariennes avant travail. Donc là, vraiment, on a du mal de les laisser tranquilles et entrer en travail par elles-mêmes en fin de grossesse. Taux d'échec de déclenchement très nettement augmenté, échec de déclenchement corrélé à la sévérité de l'obésité, taux de césarienne au total, là, sauf dans l'étude anglaise que je vous ai montrée, mais globalement, on retrouve toujours des taux au-dessus de 30% chez les femmes avec obésité, avec un risque qui est encore augmenté chez celles qui ont un utérus cicatriciel. Donc ça, je n'avais pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais vous voyez qu'on fait beaucoup de césariennes chez ces femmes. Beaucoup de césariennes, c'est des nullipares. Et quand elles arrivent multipares avec un utérus cicatriciel, elles ont une chance encore diminuée d'accoucher par voie basse. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça? Réaction habituelle, alors soit de certains obstétriciens, soit du monde extérieur, vis-à-vis des obstétriciens, qui n'est pas toujours bienveillant en ce moment. Bon, peut mieux faire, ok, peut-être. Trop de déclenchements, on peut être accusé de faire trop de déclenchements chez ces femmes, peut-être qu'on n'a pas envie d'attendre. Et en même temps, pour reprendre une expression à la mode, peut-être pas assez de déclenchements, parce qu'il y en a beaucoup qu'on césarise avant qu'elles aillent soit en déclenchement, soit en travail spontané. Peut-être que nos méthodes de déclenchement sont totalement inadaptées chez ces femmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde, effectivement. Mauvaise conduite du travail. Ça a déjà été dit par des précédents orateurs. On est face à des patientes qui présentent une obésité, qui, pour toutes sortes de raisons, peuvent être perçues comme étant un petit peu plus difficiles à prendre en charge. Donc peut-être qu'on n'insiste pas plus que ça et qu'on a la césarienne très facile, et ça, on va le regarder. À l'arrivée, ce qu'on peut nous reprocher, c'est un constat de beaucoup trop de césariennes chez ces femmes par rapport aux femmes qui ne présentent pas une obésité. Alors, il n'est pas encore arrivé, il viendra en fin de journée, mais vous avez l'habitude d'avoir un orateur ici qui a une approche des choses un petit peu différente des autres. Alors, s'il était là, je pense qu'il prendrait peut-être la parole à la fin en disant « Ouais, bon, je me marre avec vos trucs là, mais en fait, la césarienne pour toutes, il y a que ça de vrai. » Alors, c'est une vidéo de Patrick Rosenberg le week-end. J'utilise régulièrement, parce que je préfère quand il a le masque pour faire ça. Bon, on va plier l'affaire quand même assez rapidement.
ça fait que je ne cautionne pas ce point de vue, en regardant simplement l'impact de l'obésité en termes de mortalité. Vous voyez que sur tous les items, hein, sur risque d'infection, d'hématome, tout type d'infection, d'écoulement séreux, des cicatrices, et vous le constatez au quotidien quand vous faites une césarienne chez les femmes qui présentent une obésité, on a une très nette augmentation de ces surrisques qui est en plus corrélée au degré d'obésité. Alors, ce n'est pas un argument définitif pour ne pas leur faire de césarienne, hein. Patrick nous dirait que peut-être qu'elles vont bien mieux, celles à qui on a fait une césarienne, que celles qu'on a déclenchées, mais là, on n'a pas vraiment d'argument rassurant sur les césariennes. Et je suis désolé pour lui, il n'y a aucun essai randomisé, tentative de voie basse versus césarienne d'emblée en cas d'obésité. Donc peut-être qu'il va nous le proposer un jour, il faudra qu'il trouve des gens motivés pour participer. Donc on va en rester là, et on va quand même continuer, de mon point de vue, à essayer de les faire accoucher. Alors après, on peut essayer d'avoir une approche un petit peu plus analytique. Je l'ai gardé parce que j'aime bien le côté petite fleur et tout ça. Je pense qu'il a additionné la fleur, hein, pour arriver au résultat. Approche analytique, à partir de ce que je vous ai dit comme critère de jugement de ce qui se passe, il me semble qu'il faut regarder 3 choses. Première question, c'est une question quantitative. Est-ce qu'on déclenche effectivement beaucoup trop ces femmes? Elles sont beaucoup plus déclenchées que les femmes non obèses. Est-ce qu'on a raison de le faire? Est-ce qu'on a tort de le faire? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons de les déclencher? A priori, vous vous dites que certainement un petit peu oui, puisqu'il a été montré en termes de surcroît de pathologie en cours de grossesse, mais on va essayer d'aller le vérifier. Deuxième question, une question causale. Est-ce que, on m'a posé la question des déclenchements, est-ce que c'est vraiment le fait de les déclencher qui fait qu'on arrive à un taux de césarienne très élevé? Ça, on va le regarder. Et dernière question, qualitative, quelle que soit la réponse aux 2 premières, quand on déclenche, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement mieux faire? Est-ce qu'on a des arguments pour adapter nos méthodes de déclenchement chez ces femmes qui présentent une obésité? Alors on va commencer par regarder les indications de déclenchement. Est-ce qu'on est vraiment complètement à côté de la plaque? Est-ce qu'il y a 2/3 des déclenchements chez les femmes qui présentent une obésité qui n'ont pas lieu d'être et qu'on fait simplement parce qu'elles présentent une obésité? Globalement, non. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Effectivement, il est très sensible. Sur les indications de déclenchement, alors c'est une étude parmi d'autres, hein, mais toutes les études disent la même chose. Sur les déclenchements de convenance, la suspicion du mauvais déclenchement de convenance, alors après, vous discuterez du déclenchement de convenance en fin d'après-midi avec Patrick, hein, les choses ont quand même un peu évolué. Mais si on partait du principe que le déclenchement de convenance est une mauvaise chose, déclenchement de convenance, en fait, on n'a aucune différence, c'est no medical indication, aucune différence significative entre les patientes avec un BMI élevé et les patientes avec un BMI normal. Donc a priori, on ne les déclenche pas plus comme ça, simplement parce qu'on a envie ou qu'elles nous le demandent. La plupart des indications de déclenchement, elles sont relativement attendues par rapport à ce qui a déjà été dit en termes de développement de pathologie, en cas d'obésité, c'est le diabète, la prééclampsie, la suspicion de macrosomie. Après, ce qu'on retrouve de façon peut-être un tout petit peu plus surprenante, mais c'est comme ça, c'est qu'une des indications majeures de déclenchement en cas d'obésité, c'est la grossesse prolongée. Vraisemblablement, on a beaucoup plus de situations de grossesse prolongée en cas d'obésité qu'en l'absence d'obésité. Alors ça, on peut le retrouver dans pas mal de papiers. Ici, je vous ai zoomé le risque relatif de survenue d'une grossesse prolongée en fonction du degré d'obésité. Et vous voyez que l'obésité est un facteur de risque indépendant majeur de grossesse prolongée, beaucoup plus lourd que les autres facteurs de risque qu'on peut retrouver dans cette étude, avec à nouveau cet effet dose, c'est-à-dire que plus le BMI va être élevé, plus la patiente est à risque de ne pas entrer en travail spontanément en fin de grossesse. On confirme cet effet dose, par ailleurs, sur toutes les indications de déclenchement, hein. Là, on retrouve à nouveau dans cette étude on request, donc de convenance. Alors le on request, moi j'aime bien parce que c'est on request, soit de la patiente, soit du médecin, soit de tout le monde, quoi. C'est assez difficile de savoir en général qui a demandé, mais pas de différence significative entre les patientes avec obésité ou sans obésité. Donc c'est une étude de cohorte avec analyse par sous-groupe de BMI, pas plus de convenance. On confirme les indications principales, grossesse prolongée, prééclampsie, diabète. On est OK? Donc là, jusque-là, ça permet de sortir quand même un petit peu de l'autoflagellation des obstétriciens et des sages-femmes. Certes, elles sont énormément déclenchées, mais vraisemblablement, on n'est pas complètement hors des clous
il y a des indications médicales de déclenchement chez ces patientes. Une fois qu'on a dit ça, quelle qu'aurait été la réponse? L'autre question qu'il faut toujours se poser sur le déclenchement, c'est est-ce que vraiment le déclenchement, comme on l'a appris quand on était petit, est un facteur de risque d'augmentation de césarienne? Seule analyse valable, quand on veut regarder l'impact du déclenchement, c'est de regarder en intention de traiter. Je ne redéveloppe pas ça, je l'avais fait il y a quelques années, je pense que Patrick y reviendra tout à l'heure. La grosse erreur qui a été faite sur les études sur l'impact du déclenchement pendant des années, c'est qu'on comparait des patientes qui ont déclenché à 39 semaines, quel que soit le terme, à la patiente qui a la bonne idée d'entrer en travail à 39 semaines le jour même. Ce qui n'arrive quasiment jamais dans la vraie vie obstétricale. Vous ne voyez pas une patiente à 39 semaines en consultation. Si elle ne veut pas votre déclenchement que vous auriez fait le jour même, en général, elle ne va pas le jour même en salle de naissance parce qu'elle entre en travail. Elle n'a pas voulu votre déclenchement. Sa grossesse va se poursuivre. Donc quand on compare déclenchement versus pas déclenchement, il faut bien comparer en intention de traiter au moment de l'inclusion. C'est-à-dire si vous déclenchez à 38, c'est les patientes déclenchées à 38 versus les patientes non déclenchées à 38, dont certaines vont accoucher à 39, à 40, à 41, à 42. Et la grossesse aidant dans l'espèce humaine, plus la grossesse se prolonge, plus elle risque de présenter des complications avec potentiellement des césariennes pendant cette durée de latence. OK ? Donc ça, on l'a déjà discuté hors obésité. Quand on regarde en cas d'obésité, il n'y a pas d'étude randomisée. Ça, c'est une très grosse étude de cohorte avec un appariement assez intelligent qui permet de retrouver à peu près les mêmes résultats que quand on le fait en prospectif et en randomisé. Donc on retrouve le fameux Kogué, qui avait ouvert l'idée en 2009. Là, il a fait le travail en 2018 sur des patientes obèses, quasiment 166 000 femmes, avec un BMI supérieur à 30. Et on retrouve le même résultat que chez les patientes non obèses. C'est-à-dire que quand on déclenche des patientes obèses, alors ils ont regardé en fonction du terme de déclenchement, ça marche moins bien à 41 semaines, mais vous les déclenchez à 39 ou à 40 semaines. Ça, ce n'est pas un vaisseau spatial de Star Wars, vous connaissez. Quand c'est décalé et que ça ne touche pas la ligne, ça veut dire que la différence est significative. Si vous déclenchez à 39 ou à 40 semaines, que ce soit les nullipares ou les multipares, vous observez plutôt une diminution du taux de césarienne. OK ? Donc on déclenche beaucoup, mais vraisemblablement pour des bonnes raisons médicales. Il y a un taux de césarienne élevé, mais vraisemblablement, ce n'est pas le fait de les avoir déclenchés en tant que tels qui augmente énormément le taux de césarienne, parce que celles qui entrent en travail spontanément ou qu'on laisse aller plus loin, elles vont avoir un taux de césarienne élevé. Tout ça doit être modéré, discuté, le discours, contrairement à ce que vous entendrez sûrement ce soir, reste le mien, en aucun cas de déclencher tout le monde. Ce n'est pas ce que les patientes souhaitent. C'est plus de prendre du recul sur l'impact négatif qu'on nous a enseigné longtemps sur le déclenchement et la conséquence qui serait la césarienne. On peut certainement mieux faire que ça, si on était capable d'identifier les patientes qu'on laisse évoluer spontanément et qui accoucheraient sans complications, on n'aurait plus ce résultat-là. Ce résultat-là, c'est le résultat de nos faibles performances prédictives en 2019, parce qu'on est incapable de dire à une patiente à 39 semaines comment elle va évoluer jusqu'à 41. Si on était capable d'identifier celles qui ont vraiment des risques de mal évoluer et de terminer en césarienne, on n'aurait pas ça. Donc je modère quand même le propos, attention à ce que je dis. Dans les autres conséquences, alors je vous fais grâce d'une analyse totale de ce tableau, mais ce qu'on retrouve par ailleurs dans le groupe induction, toujours dans cette même étude, c'est une morbidité maternelle plus faible, en partie liée à un taux de césarienne plus faible, très certainement, moins d'admissions en néonate, moins de macrosomes, ce qui est à peu près logique, comme elles accouchent plus tôt. Ensuite, dernier point d'analyse, est-ce qu'on peut mieux déclencher ? On voit qu'on doit, a priori, en déclencher une bonne partie de ces femmes avec obésité. Est-ce qu'on pourrait mieux les déclencher pour arriver à mieux les faire accoucher ? L'évaluation des méthodes de déclenchement, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a très peu d'études comparatives de différentes méthodes en cas d'obésité. Il y a très très peu d'études où on a pris des patientes avec une obésité, une partie avait une méthode, l'autre partie avait une autre méthode et on regarde qui accouche le mieux à la fin. Il y en a un petit peu, mais quasiment pas. La plupart des données dans la littérature, c'est une comparaison d'une même méthode et de son efficacité en fonction du BMI. Donc on confirme à chaque fois que plus la patiente a une obésité, je vais vous le montrer quand même pour que vous me croyiez, plus elle a une obésité marquée, moins la méthode marche, mais ça ne permet pas de comparer méthode à méthode. L'autre problème, c'est que les critères de jugement sont variables
en fonction du résultat que les auteurs ont trouvé à partir de leur database. C'est-à-dire que s'ils arrivent à prouver qu'il y a une différence sur le bishop, ils vont se dire que c'est ça le bon critère d'évaluation du déclenchement, alors qu'en fait on évalue éventuellement une maturation, mais même ça c'est discutable, vous verrez. Nombre d'entrées en phase active, s'ils ont une différence là-dessus, mais autant de césariennes à la fin, bon, souvent ils mettent ça en avant. Sinon ça peut être la durée pour l'accouchement ou le taux de césarienne. Donc on va être obligé d'analyser les causes d'échec pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe sur les déclenchements. Et alors là, moi j'ai toujours besoin de trucs un peu imagés pour essayer de structurer les choses. Qu'est-ce que c'est qu'un déclenchement? Donc là, vous êtes à Cap Canaveral, c'est quand ils faisaient leurs essais de fusée. Première étape, c'est la maturation cervicale. Il faut essayer d'obtenir un bishop, une entrée en phase active. Bon, là ça peut merder. C'est celles qui vont au bloc après échec de maturation. Deuxième étape, là vous l'avez maturée, vous êtes content, elle est descendue en salle. Ça démarre, on est à 6. Et là c'est la cata. La cata, on perd le satellite, on perd tout. Et là, enfin, vous avez trouvé la bonne méthode. Bon, je suis gentil, hein, j'ai laissé la NASA, on aurait pu prendre Ariane Espace à la fin pour emmerder les Américains, mais j'ai laissé la NASA parce qu'ils arrivent quand même à en mettre sur orbite de temps en temps. Et donc là, vous avez atteint le but. C'est l'orbite, vous n'avez rien cassé, le périnée est bien, c'est parti. Donc, si on veut analyser les déclenchements, on est obligé d'aller regarder ces différentes étapes. Si on lit la littérature de façon brute, sans faire gaffe aux critères de jugement, en fait, on n'analyse qu'une étape. Et vous pouvez vous retrouver sur essentiellement la deuxième fusée, là, où on vous vend une méthode de déclenchement qui est très bien parce qu'elle est en phase active, mais en fait, elle se crache en phase active comme les autres. Alors, une autre méta-analyse sur ces méthodes de déclenchement. Je suis désolé, je ne peux pas laisser la musique tout le temps, ça réveille, mais... Autre analyse, donc 2019... Sur les méthodes de déclenchement, que 59 articles, hein, c'est pas énorme. La littérature sur les méthodes de déclenchement des femmes obèses depuis 90. Au final, que 10 qui ont été retenus parce qu'on était vraiment dans le sujet déclenchement des femmes obèses, avec dedans une seule étude prospective mais non contrôlée. Vous avez ici les échecs par méthode. Donc là, quand on est ici, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus d'échecs chez les femmes obèses versus non obèses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne compare pas les méthodes, on compare ce que ça donne chez les femmes obèses versus non obèses. Donc plus de césariennes de façon significative pour prostaglandine et ocytocique. Et en fait, ils modèrent un petit peu en disant, alors moi je suis plutôt un partisan du ballon, mais on est là pour dire les choses telles qu'elles sont. Ils modèrent un peu en disant pas de différence significative obèse, non obèse sur le ballon. Mais quand vous regardez, hein, c'est les 2 traits qui traversent hein, la ligne du 1. En fait, on est quand même très, très décalé vers la droite. C'est des toutes petites études et les tendances vont quand même très fort vers l'échec. OK ? Je vous en remontre d'autres. Ici, en fait, on trouve aussi des données en allant regarder les études de déclenchement américaines. Parce que dans les études de déclenchement américaines, en fait, 70% de la population régulièrement a un BMI supérieur à 30. Donc ce n'était pas une étude qui était conduite pour déclencher des femmes avec une obésité, mais globalement, c'est leur pratique. Et là, c'est une étude comparative, pas de différence entre ballon et prostaglandine. Okay ? Parce qu'il y a une petite mode là, depuis quelques années, avec même un essai randomisé qui doit démarrer prochainement, qui est basé sur des arguments indirects de potentiel effet positif du ballon. En fait, on n'a vraiment pas grand-chose dans la littérature pour l'affirmer. Autre problème sur les ballons, parce que nous, on pose énormément de ballots à Nancy. Il faut dire ce qui est, quand vous êtes sur une patiente avec un BMI à 30, 40, 50, aller poser un ballon, ça devient très très sportif et ça peut donner des sueurs froides à l'interne que vous envoyez. Donc on ne va pas envoyer l'interne et on va essayer d'y aller à sa place. Une autre étude comparative française qui a été plutôt mal publiée dans une toute petite revue, mais étude comparative française quand même, non contrôlée, à nouveau prostaglandine versus ballon. Là, c'est ce que je vous disais, hein, ils mettent en avant le résultat qui leur semble positif. Donc là, ils sont très contents. Il y a plus de bishop supérieur à 6 à 24 heures avec un ballon. J'ose dire, heureusement, c'est qu'au moins on a mis le ballon dans le col. Parce que quand on a mis un ballon dans un col et qu'on ne se retrouve pas avec un bishop supérieur à 6 à la fin, c'est qu'on l'avait peut-être mis ailleurs, quoi. Donc ça, c'était le résultat attendu avec le ballon, mais aucune différence pour durée du travail et taux de césarienne derrière. Ce que je vous disais, en fait, on n'a pas d'argument sur une méthode qui serait meilleure qu'une autre pour les déclencher. Alors l'autre question qui peut se poser, alors on a vu sur la première phase, celle où vraiment on essaye juste de décoller et ça se crache derrière, il n'y a pas vraiment de méthode meilleure qu'une autre.
Là, une fois qu'on a réussi à la faire quitter le pas de tir avant qu'elle aille en orbite pour déposer son satellite, c'est la phase active. Alors là, on peut se poser la question de biais d'intention. Ça a été évoqué, c'est des patientes qui sont plus difficiles que d'autres. On peut se dire, bon, ça avance pas énormément bien. Là, ce soir, c'est le chef de clinique qui a démarré le 2 novembre, on est le 5. Il n'a pas complètement l'habitude, elle a un BMI à 50, ça fait 1h30 qu'elle stagne. On va peut-être arrêter pour ne pas être rappelé à 2h du matin et tout ça. Mais en fait, de façon assez surprenante, avant d'aller regarder les articles, moi j'avais plutôt cette idée-là en tête, qu'on allait aller plus facilement les césariser pour ne pas se retrouver emmerdé en pleine nuit quand il y a moins de monde en plus pour transporter la patiente au bloc et autres. Et le constat est complètement différent. On se rend compte qu'en fait, on attend à peu près le même temps sur les différents... Quand on met échec de phase active à 4 cm, non, ça c'est les heures, mais vous les avez en fonction des centimètres, vous avez exactement la même répartition, ou à peu près, entre les femmes obèses et les femmes non obèses, voire une petite tendance à attendre un petit peu plus chez les femmes obèses. Alors j'ai questionné les internes. Donc ça, c'est la salle de staff à Nancy. C'est là qu'on fait les biblios. Oh putain, le sale. Hop, hop, hop. Allô, oui. Ouais. La dame de ce matin, un petit peu forte. Elle est encore à 5 cm. Il est 17h. Hein. Oh, non, ça stagne pas là. Non, on laisse à la relève. Ouais, ils arrivent d'ici 1h30. Ok. À plus tard. Faut que je te laisse. Voilà. Allez. C'est parti. Aïe. Bon, ils sont pas là, mais il faut les remercier. On leur a fait tourner 15 fois. Bon, ils n'ont pas eu de formation d'acteur non plus au départ, mais je trouve qu'ils sont pas mauvais à la fin. Enfin, on est plutôt quand même sur ces attitudes-là, où en tout cas, on n'a pas d'accélération franche des pratiques. Après, il y a une vraie discussion, je pense que Didier l'abordera, parce que là, c'est une approche basique, c'est juste comparer ce qu'on fait chez les patientes avec obésité versus pas d'obésité. Mais sur des phénomènes physiopathologiques que je pense que tu aborderas aussi, il y a des questions à se poser sur le fait de peut-être attendre encore plus chez les femmes avec une obésité ou d'ajuster nos doses de Synto. C'est juste un constat qu'il n'y a pas a priori de biais d'intention négative d'aller plus vite au bloc chez elles. Sur la physiopathe, je passe très vite. Globalement, ce qui est observé et à peu près consensuel, c'est tout ce qui n'est pas en bleu et en italique. On reste sur des niveaux de preuve qui sont faibles et avec un intérêt clinique actuel qui n'est pas validé parce qu'on est au stade d'essayer de comprendre pourquoi elles n'entrent pas en travail, pourquoi elles ont besoin de plus de Synto, pourquoi l'utérus contracte moins bien. Il y a des très beaux travaux qui sont faits avec des biopsies utérines au moment de césarienne où on va regarder la contractilité. Notamment, il y a l'équipe de Lille aussi qui s'y était intéressée. Donc c'est ouvert à la discussion, mais je n'aurai pas le temps de développer plus dans le topo. Donc j'en resterai là pour les déclenchements. Peut-être dans les messages qui me semblent être à conserver. Donc effectivement, plus d'indications de déclenchement, effectivement, plus d'échecs, qui sont des conséquences directes du degré d'obésité, peut-être un petit peu de nos pratiques, mais à l'heure actuelle, on n'a pas de preuve de la façon dont on pourrait les ajuster. Il ne semble pas qu'on les prenne en charge beaucoup plus mal sur les critères qui nous sont recommandés par rapport aux femmes non obèses. Il y a une absence d'impact négatif du déclenchement versus l'expectative sur l'issue césarienne, avec toute la prudence, je pense qu'il faut qu'on garde autour de ce concept. Pas de méthode de déclenchement clairement à privilégier. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas affirmer que telle méthode est bien meilleure qu'une autre pour réussir à les faire accoucher. Et gardez en tête que c'est des patientes pour lesquelles on a un taux de césarienne très élevé en cours de travail. Et ça, pour moi, c'est un impact majeur sur la façon dont on doit s'organiser pour elles quand on est amené à prendre en charge en salle de naissance une femme avec une obésité, d'autant plus qu'elle va présenter une obésité très élevée. Je m'explique avec un film que j'adore, donc vous l'avez peut-être déjà vu, mais je vous le remets parce que c'est quand même la vraie vie sur les transferts. La gestion, elle est difficile. Il y a un risque élevé de césarienne, donc il faut qu'on soit organisé, il faut que les équipes soient entraînées en termes de technique de césarienne, mais également de transfert au bloc avec un matériel adapté. Okay ? Donc, il faut qu'on arrive à faire ça, pas dans la précipitation, et que tout le monde qui est là pour aider. Vous aurez noté que j'ai fait gaffe de ne pas prendre une patiente avec une obésité. On est dans un cas général de transfert au bloc. Et je terminerai sur une image de la plus belle place du monde sous la neige. Merci.